Salut à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure. Un énième 5 stars, on arrive au bout des prospects qu'on a regardés cette année pour le premier tour. On va aller direction Kansas, la faculté de Kansas, les Jayhawks. Je suis pour ce faire avec Thomas et Hugues. Messieurs, comment ça va? Kansas Basketball. Plaisir d'être là comme d'habitude. On est chaud pour Kansas. En plus, Hugues a l'air dans un bon jour, donc on est prêt. Je suis toujours dans un bon jour, moi, quand Parfait, je suis avec vous, messieurs. On va parler d'un prospect, si on peut encore dire ça, parce qu'il est assez âgé, le monsieur. Il s'appelle Kevin McCullar. On en parle depuis des années dans le processus pré-draft, parce qu'à chaque fois, on se demande s'il y va, il y va pas. Cette fois, c'est la bonne. Thomas, je me tourne vers toi. Qui est Kevin McCullar? Alors, Kevin McCullar, un ancien déjà, il est né à San Antonio, dans le Texas, en mars 2001, donc il a déjà 23 ans, donc on est sur un joueur vraiment âgé qui va arriver en NBA avec déjà pas mal d'années derrière lui. Il a fait 5 années NCAA, 3 premières du côté de Texas Tech avant de partir du côté de Kansas. Donc on a un joueur qui a déjà connu pas mal de choses, qui a un bon bagage, un bon nombre de matchs derrière lui. Au niveau de ses mensurations, on a ses derrière du combine, donc il a été mesuré à 6'5" et légèrement plus sans chaussures, donc ça fait quasiment 2 mètres chaussées, donc c'est vraiment une taille pour un ailier. On est sur du 2,6 m d'envergure, donc c'est plutôt intéressant, et 93 kg. On est sur un joueur déjà bien bâti physiquement, il est en place, il n'y a pas de souci, il va pouvoir répondre aux joutes de la NBA dès ses premiers matchs. Et cette saison du côté de Kansas, il a pris le lead vraiment de l'équipe après avoir fait 4 années un peu dans un rôle plus tertiaire. Il a pris le lead de l'équipe comme l'avait fait l'année dernière Jalen Wilson, et donc il a explosé niveau usage rate, points par match, assists par match. Donc ça, Hugues va l'aborder dans le contexte Kansas dans lequel il a évolué cette année. Passe décisive incroyable, telle à Liberton, c'est magnifique. Avant de donner la main à Hugues, je vais donner ses stats cette année. Il est à 18,3 points, 6 rebonds, 4,1, une passe, 1,5 interception, 2,5 ballons perdus. Au niveau des pourcentages, ça donne du 45% au général, 51% à 2 points, 33 à 3 points et un 80% au lancer franc. Hugues, comment ça joue que Kansas Basketball cette année, les hommes de Bill Self, qui est là depuis 21 ans. 21 ans, Bill Self. Ouais, 2003, il est arrivé. Mais voilà, il a le même âge enfin, il est même un peu plus jeune que notre ami McCullar. Écoute, ça joue bien, hein, Kansas. Ça joue bien. Sans les blessures, ça aurait pu viser peut-être un peu plus. Une équipe qui allait cette année chercher dans la Big 12 des transferts. Vu que c'est la grande tendance, ils sont allés prendre le géant Hunter Dickinson, l'ancien de Michigan, et qui a fait une plutôt belle année aussi, avec un jeu toujours basé sur beaucoup de mouvements de balle, beaucoup de cuts. Hunter Dickinson qui avait beaucoup de décisions depuis le périmètre sur les end-off ou post-bas avec des lectures sur les prises à deux. Un meneur de jeu, Darwan Harris, qui est toujours là, le mini Rajon Rondo, qui shoot à plus de 40% à 3 points mais qui veut pas les prendre, ça rend fou. Et comme Thomas l'a très bien dit, une prise de rôle plus importante cette année. On avait Ochai Agbaji il y a 3 ans, on avait Jalen Wilson il y a l'an dernier. Donc cette année, c'est Kevin McCullar qui devient le leader. Lui qui a toujours connu un rôle de deuxième, troisième option. Quand il était à Texas Tech, c'était Terrence Shannon Jr., la star d'Illinois qui devait lead le jeu. Bon, c'était catastrophique, mais c'était comme ça. Et puis cette année, c'est lui. Et malheureusement, il finit comme Kansas, une saison un peu décevante avec une blessure au poignet pour lui, qui l'empêche de jouer la March Madness. Et Dickinson était blessé. Donc voilà, une belle année de Kansas. Le seul problème de cette équipe, et on pourra en reparler un peu après, c'est le spacing qui les avait obligés à sortir un freshman du 5, El Marco Jackson, pour mettre un autre freshman, Johnny Furphy, dont on parlera prochainement. Exactement. Ouais, il me faut le teaser en plus, c'est incroyable. Ils sont bons en fin d'année, ils sont clutch. J'aime beaucoup. Thomas, on va repartir avec toi. Pourquoi les scouts NBA regardent depuis un moment notre ami Kevin McCullar qui est un 2001, on rappelle. La première fois qu'on l'a vu, c'était en noir et blanc. Hein. Kevin McCullar, depuis ses 5 saisons en NCAA, qu'importe son équipe, que ce soit à Texas Tech ou à Kansas, c'est un des meilleurs défenseurs du pays, tout simplement. Que ce soit on-ball, off-ball, il est vraiment très très bon.
Premièrement, comme on l'a dit, c'est un corps vraiment très intéressant. J'ai dit ses mensurations dans l'intro. Donc un joueur qui va être à 2 mètres, 95 kilos, bonne envergure. Il met beaucoup d'énergie sur le terrain, il bouge beaucoup. Donc off-ball, il est toujours là en aide, toujours là pour faire les contests, il fait les bonnes rotations. Comme on l'a dit, il a déjà beaucoup d'expérience. Donc il sait gérer qu'importe situation défensive, que ce soit sur du pick and roll, pour aider, il aide juste comme il faut. Il ne va pas gamble comme un taré, comme pourrait le faire un joueur un peu plus jeune. Et sur l'homme, il est mobile, il est long, il est tanké, donc il peut défendre sur des joueurs plus petits, il peut défendre sur des joueurs plus grands. Il a défendu quasiment toutes les positions, hein, année après année, tout type de porteur de balle, tout type de joueur off-ball. Il a vraiment été excellent quasiment à chaque fois. Donc c'est un joueur qui va pouvoir arriver en NBA et défendre positivement très très vite, je pense. Et c'est comme ça qu'il va essayer de gratter des minutes, tout simplement en étant ce défenseur impactant on-ball, off-ball. C'est également un très bon rebondeur pour compléter la défense. C'est un joueur qui met beaucoup d'énergie dans tout ce qu'il fait. Donc c'est un joueur qui pèse de ce côté du terrain beaucoup sur l'homme, sur des shooters, sur les rotations, même un peu dans son impact au cercle sur quelques rotations. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est sa grosse carte de visite, à mon sens, qui complète avec un profil vraiment très polyvalent de ce côté du terrain. Il sait quasiment tout bien faire pour dire. En plus, on en avait parlé un peu plus dans l'année, on s'était demandé quel était le meilleur défenseur dans plusieurs épisodes de la QV. On avait dit avec Manu et d'autres, en année 1, c'est Kevin McCullough dans cette QV. Bon, effectivement, 5 ans, 138 matchs joués en NCAA. Et même en potentiel, au bout de 3-4 ans, il était toujours dans le top 3 des meilleurs défenseurs potentiels de cette draft. Donc, effectivement, une équipe qui veut sécuriser sa moitié de terrain et aller sur un joueur qui peut jouer dès la première année des minutes importantes, ils vont aller sur Kevin McCullough. Hugues, qu'est-ce qu'il a d'autre comme qualité, ce jeune homme, j'allais dire, mais cet homme? Ce papa, je sais pas s'il est papa en vrai, mais il pourrait avoir 3 enfants déjà, Kevin McCullough Jr., Kevin McCullough III, ce serait pas déconnant, surtout dans le Texas. Et bah écoute, ce jeune homme, il a montré énormément de progrès sur ces 5 années, dans toutes les parties du jeu. Pour moi, le plus important, ça va être effectivement le côté physique, comme tout le monde a très bien parlé. C'est un garçon, si je prends les stats avancées que j'ai juste sous les yeux, qui a un free throw rate de 42,6%. Ça veut dire que quand le garçon il va au cercle, eh ben, il y a faute. Là-dessus, c'est un joueur qui va être très très bon dans le mouvement, loin du ballon, qui va très bien lire, qui va très bien cutter, qui va finir fort près du panier et qui a la capacité physique, la densité pour terminer, et qui a un progrès sur le tir. Alors mécaniquement, ça reste pas très beau. Si vous regardez du shoot de Kevin McCullough, eh ben, faut mettre les lunettes avant et puis il faut régler le téléviseur parce que le coude effectivement est très très en dedans. C'est un tir qui part en arrière. C'est pas fluide, mais quand on voit les progrès par rapport à la première année à Texas Tech où c'était du Homer Asic dans le texte, pour les gens qui ont vu jouer Homer Asic jadis, c'est quand même assez énorme. Et on est à 80% de lancers francs aujourd'hui sur un volume plus qu'intéressant, 6 prises par match, donc c'est un vrai progrès. C'est un joueur qui peut jouer dès sa première année, qui défend énormément, qui lit très très bien le jeu, qui fait tout sur un terrain, écran, cut, finition, shoot, et qui avait un rôle de première option, même s'il y avait Hunter Dickinson, en tout cas première option extérieure, et donc qui dans un contexte NBA où il aura un rôle de 3&D, où il coche totalement les cases, notamment sur la D, devrait avoir des choses plus faciles à faire et pourrait améliorer en termes d'efficacité. Autre qualité, je trouve qu'il a montré cette année, c'est au niveau de son playmaking. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Parce qu'il est quand même à 4,1 passes par match, ce qui est quand même, c'est pas le meneur entre guillemets principal. C'est celui qui a la balle, ok, mais c'est pas le meneur. Qu'est-ce qu'on peut dire de son playmaking? C'était très intéressant cette année. Il jouait plus dans un rôle off-ball, comme tu l'as dit, sur sa première année à Kansas et même sa dernière année à Texas Tech, même s'il portait déjà beaucoup plus la balle. Et cette année, il a vraiment pris ce rôle de hub offensif pour Kansas. Il a pu montrer, prendre des décisions sur beaucoup de défenses de pick and roll, etc. Il a vraiment porté beaucoup la balle. Avec le scoreur qu'il était, quasiment 20 points de moyenne, il a dû énormément porter, donc il a dû prendre des décisions balle en main. Il a montré qu'il était vraiment intéressant dans ce domaine, tout simplement. C'est parce qu'on va lui demander en NBA, car il n'a pas des skills offensifs assez forts, mais pour faciliter le jeu d'une équipe, il saura parfaitement faire. C'est un joueur qui perd pas non plus énormément la balle. Je trouve que ça reste correct au vu des responsabilités qu'il avait cette année. Il était quasiment à 30% de taux d'usage. Donc non, c'est un joueur qui prend les bonnes décisions, qui limite
qui limite les erreurs, qui fait tourner la balle. Et dans une équipe NBA, il saura parfaitement s'insérer dans le flow de l'attaque et ouais, prendre les bonnes décisions, limiter les erreurs, faire tourner la gonfle et trouver les bons shoots, participer au mouvement de balle collectif, tout simplement. Il y a un truc, il y a un skills qui est intéressant, c'est l'entry pass. Alors on sait qu'on joue plus forcément au poste, mais on va retrouver des grands qui sont dominants près du panier. C'est un joueur qui fait très très bien cette passe en profondeur là pour aller trouver le grand sous l'arceau, qui va lancer le ballon vraiment vers l'avant en hauteur, qui peut aussi feinter avec un flotteur, une sorte de flotteur, une sorte de runner, et des fois c'est un tir, des fois c'est une passe. Et on l'a vu, hein, les meilleurs sous ND, c'était pas des spécialistes qui faisaient que du shoot à 3 points. En NCS, c'était souvent des stars dans leur équipe qui avaient la capacité de porter la balle et qui avaient la capacité de dribbler, de créer un peu d'espace, et quand ils arrivent au niveau supérieur, à l'étage d'au-dessus, on leur demande plus de faire ça parce qu'ils n'ont pas le niveau, mais c'est toujours important. Je pense qu'un joueur aujourd'hui qui fait que shooter en NCS, ça sera pas suffisant pour être un bon sous ND NBA. Exemple, Mike Ross, qui est peut-être alors même si dit c'est pas forcément le terme, mais qui a un très bon exemple, qui était un vrai playmaker du côté de DePaul et qui est aujourd'hui un énorme shooter quasi exclusif en NBA. Donc pour Kevin McCullough, la capacité à lire la défense, quand il y a un close-out, attaquer le close-out, finir, passer, ça va être très très important. Et oui, c'est un joueur de flow. Donc c'est un joueur qui a joué à Kansas, qui a un système et qui sera efficace dans n'importe quel dispositif. On va parler des choses à travailler, encore une fois, si je peux dire, parce que est-ce qu'on travaille encore? Est-ce qu'il y a vraiment des marges de progression quand on a quasiment 24 ans? C'est un vrai débat. Comment il peut encore s'améliorer? Comment il peut être efficient en NBA, surtout offensivement? Parce qu'on a compris que défensivement, il allait faire le travail. Du shoot, hein. Il faut qu'il bouffe du shoot. Il faut que ce tir à 3 points dans les corners, il soit respecté. 36-38% dans les corners, ça va être quasi obligatoire. Et puis, à part du shoot, encore du shoot. Non, franchement, je suis d'accord, hein, c'est un joueur, comme on l'a dit, qui a su montrer plus de talent offensif et plus de capacité, tout simplement. Donc, dans un NBA, dans un rôle moindre, je pense qu'il va savoir attaquer les quelques close-out qu'on va lui proposer, savoir poser la balle au sol. C'est un joueur qui a développé un peu de craft et de talent pour scorer dans différentes situations cette année. Donc, s'il est envoyé dans quelques situations un peu plus compliquées, il va savoir s'en sortir avec l'expérience qu'il a gagnée. Mais c'est un joueur dont on va principalement demander de mettre du 3 points pour rester sur le terrain avec sa qualité défensive. Donc, à lui de bouffer du feu, comme l'a dit Hugues, à lui de mettre des 3 points à l'entraînement, continuer de taffer là-dessus. Et sinon, je pense que le reste de son jeu va venir assez naturellement. Il saura prendre les bonnes décisions, attaquer balle en main quand il faudra attaquer balle en main. Mais ouais, tout repose pour moi quasiment exclusivement sur la continuité de sa progression au shoot. Il faut dire que cette année, il a fait sa meilleure saison à 3 points en carrière, 33% sur plus de 4,5 tentatives, donc plus grosse réussite, plus gros volume. Il a également été à plus de 80% lancé sur près de 6 tentatives par match. Donc il y a une vraie évolution sur des tirs plus difficiles cette année, vu qu'il a pris plus de pull-up, etc. Donc c'est à noter, même si la mécanique est pas belle, il devrait pouvoir essayer à lui de tendre vers 35-36% en général à 3 points pour essayer d'être ce role player le plus impactant possible pour son équipe assez rapidement. En termes de projection, comment on l'imagine lors de son contrat rookie, mais oui, son contrat rookie. Quel type, un joueur avec des missions, est-ce qu'il peut être ce stopper vraiment de joueur ou pas? C'est un petit peu la question que moi je me pose quand je le vois. Est-ce qu'il peut être un stopper d'un fort joueur adverse en face? Je pense qu'on va commencer sur du banc au départ, parce qu'il va falloir apprendre la discipline NBA de toute façon évidente. Maintenant, moi, ma seule interrogation par rapport à son stop défensif, ça va être sa taille. Il a une taille un peu entre deux, 6 pieds 6. J'aime bien quand tu es soit un petit qui défend très très fort, soit un ailier de 2,03 qui défend très très fort. On voit que souvent les 6 pieds 5, 6 pieds 6 qui sont au milieu, ils ont un peu de mal à faire la transition et à être des énormes stoppers, parce que les stars, c'est soit des très petits, soit des très très grands maintenant. Par contre, oui, je le vois bien dans un rôle à la Luguensdorf, dans un rôle à la... Christian Brown, cette année, pour un mec qui sort de Kansas, il fait la même taille et défensivement, c'est un des meilleurs défenseurs NBA actuellement. Franchement, il est assez monstrueux sur l'homme. Je pense que Ouais. McCullough est un peu moins fort sur l'homme,
mais très complet, mais il est plus talentueux offensivement. Donc dans un rôle comme ça, en sortie de banc, energizer, ça pourrait être intéressant. Même si Brown est vraiment assez exceptionnel défensivement, il faut le souligner. Ouais, après, peut-être que je le value un peu moins sur Christian, il est moins athlétique, tu vois. Christian Brown, il est juste très intelligent, très long, et puis c'est un thrasher. Mais oui, je suis assez d'accord. Profil physique, ça ressemble beaucoup à des Keldon Johnson, à des Dylan Brooks, ce genre de gars-là. Mais je pense qu'il est moins attendu offensivement que ces garçons, qui peuvent être parfois un peu exubérants. Et par contre, quand il s'y met défensivement, un peu comme un Dylan Brooks, c'est une tenne, quoi, à travers la lutte d'écran et tout. Je le projette plus défensivement sur des postes arrière, style des Devin Booker, des Shai Gilgeous-Alexander, ce genre de gars-là, que sur les grands ailiers que sont les Tatum, que sont les Durant ou autres. Ouais, clairement. Quel type de joueur il vous fait penser un petit peu? Vous avez cité des noms là, Brown. Moi, j'ai quand même un peu du mal avec le tir, parce que 33%, tu l'as dit Thomas, hein, c'est son meilleur pourcentage en carrière. C'est un super senior, il a fait 5 ans. Et le maximum auquel il est, c'est 33%. Est-ce que alors, il y a un monde où ça clique pas, quoi? Est-ce que cette perspective existe pour lui? Vous en pensez quoi? Ouais, dans le sens où les défenses, alors c'est plus pour moi un problème de fin de saison, parce que pour moi c'est un joueur de fin de saison, c'est un joueur de fin de premier tour, on va en parler après, mais d'une équipe compétitive. C'est un joueur qui peut tirer, mais sur lequel on va faire la passe parce qu'on va pas croire qu'il peut en mettre 6 ou 7. Ça peut être ce genre de profil, comme Herb Jones, tu vois, en sortant d'Alabama, très fort défensivement, tourne quasiment à 40% 3 points maintenant, mais on lui dit toujours vas-y, mets-en 6. Ou Josh Hart, j'aime bien la comparaison avec Josh Hart. Aussi, profil rebond défensif, physique et tout. En plus, ils se ressemblent un petit peu physiquement et puis ils ont le même âge. Et, où on sait qu'il peut tirer, mais on va lui dire vas-y, fais-le de façon très très régulière pour nous punir. Mais ça, c'est une question de fin de saison. Je pense qu'en saison régulière, c'est OK. Surtout on ne le projette pas forcément starter d'une équipe ultra compétitive pour le moment. Pour moi, c'est son plafond. Je peux y croire dans un rôle vraiment de role player parfait entre deux mecs. Mais pour de la sortie de banc, je suis OK avec le fait qu'il joue comme ça, avec un tir à 3 points aléatoire d'un soir à l'autre. Oui, comme on l'a dit, il a développé d'autres talents offensifs. Il a la passe, il est capable un petit peu d'attaquer le cercle dans une attaque en mouvement. Il est capable de jouer sans ballon. Donc je pense que pour la saison régulière, il saura quand même trouver une contribution offensive, même si son shoot est aléatoire. Pour les playoffs, comme l'a dit Hugues, on pourra faire l'impasse sur lui défensivement. C'est le joueur qu'on laissera shooter sûrement quand il sera sur le terrain, en attendant qu'il développe plus son tir. Donc personnellement, je pense qu'il a ce niveau offensif, même s'il n'est pas forcément incroyablement talentueux offensivement. Je pense qu'il a ce bagage offensif pour exister en NBA en régulière, à voir maintenant comment il maximise son tir pour pouvoir évoluer sur le terrain en playoff. Mais ouais, je suis assez d'accord avec lui. Et j'aime plutôt bien la comparaison Josh Hart, même si Josh Hart est un vrai shooter quand même à Villanova, à, à Macular de continuer dans ce sens et de montrer que sa dernière saison lycéenne était juste un pas en avant vers un shoot définitif un peu plus solide. Justement, Hugues t'en parlait, au niveau du board et des mock drafts, où est-ce qu'on le prend ce garçon? Parce que c'est vrai, je te rejoins complètement sur le fait que c'est un profil pour une équipe déjà bien en place en fait. C'est vraiment ce genre de profil de complément un petit peu idéal sur le papier en tout cas. Bah ouais, alors que ce soit une équipe fin de premier tour qui a un pic qui veut jouer tout de suite, ou bien une équipe qui est au milieu, on se rappelle des Kings, alors même si je ne projette pas top 4, hein, qui vont prendre un Keegan Murray parce qu'ils veulent passer un step. Là, il y a pas mal d'équipes. Si on regarde maintenant qu'on peut faire des mocks, hein, vu que la loterie est passée et qu'on sait que Detroit pleure et que des équipes comme Houston ou autres ont réussi à faire tout péter, Atlanta qui monte très haut, ça peut être des équipes comme ça qui vont aller le chercher pour passer un cap et avoir un gars assez décisif. Je lui souhaite en tout cas de tomber dans une bonne équipe avec du mouvement de balle, avec du mouvement du jeu et une assise défensive. Et pour moi, dans 30 équipes, il fit Kevin McCullough. Après, à voir à quel point on attend beaucoup de lui ou pas en fonction de la pression du pic. Ouais, je suis assez d'accord. Dans le dernier tiers du premier tour, des équipes comme, je sais pas, Phoenix, moi je suis fan des Suns, Phoenix qui pique en 22 pour
pour avoir un genre de rotation, comme ça, pas cher au début sur un contrat rookie. Ça peut être du Phoenix, ça peut être du Bucks, ça peut être un nouveau soldat de Thibodeau qui pique en 24 et 25. Donc non, franchement, il y a pas mal de choix possibles. Tout contender peut avoir besoin d'un joueur comme ça dans son contrat rookie qui va être payé quelques millions et qui peut apporter positivement sur ses 4 premières années. Donc ça peut être intéressant d'aller les chercher. Ça peut être un role player un peu cher qui ne demande pas grand-chose et pas un développement énorme à part des répétitions de shoot. La question peut-être c'était de savoir aussi, parmi tous ces vieux, les Dalton Knecht ou autres, qui on prenait en premier. Pendant très longtemps, j'avais Kevin McCullough devant tous ces garçons-là. Sa blessure au poignet et son passif un peu de blessure vont me faire questionner par rapport et un Knecht qui en plus est plus grand. Donc quand même, de passer pour moi la barre des 2,01, 2,03 avec les longueurs de bras, ça joue. Donc je vais l'avoir, voilà, ça va être peut-être mon top 2 vieux, Knecht et Kevin McCullough. Donc après, en fonction des préférences, je pense que Knecht partira avant, mais ça va être mes 2 premiers vieux et après il y aura les autres. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur le vieux Kevin McCullough, qui, on rappelle, a même pas 24 ans quand même, hein, c'est pas non plus, ça va. Est-ce qu'on a des choses à rajouter, Thomas? Ouais, je pense qu'on est bon, on a fait le tour. Un joueur intéressant, expérimenté, qui va pouvoir essayer de contribuer plus ou moins selon l'arrivée ou non de son shoot en NBA. Donc, ouais, joueur intéressant à la pique. Eh bien, messieurs, ainsi va se terminer ce podcast sur Kevin McCullough. On reste connecté, évidemment. On n'a pas complètement fini. Il nous reste encore quelques profils à faire pour cette QV 2024. Et puis, évidemment, il y a encore les articles qui sortent, les scouting reports sur envergure.co. Vous connaissez l'adresse. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.